For this episode, we'll head to Montreal, where my colleague Mireille Couture will be chatting with Philippe Del Drago from the International Festival of Films on Art. Mireille is the program manager for the Montreal chapter of our Arts Fest program, and she's hosted a few pandemic response webinars, which you can find on our blog. With that said, let me throw it over to Mireille. Bonjour. Lors de cette entrevue, Philippe Ulysse Del Drago nous raconte comment le FIFA s'est adapté aux mesures de confinement en quelques jours à peine, mais aussi comment il perçoit la période actuelle qui implique nécessairement de l'expérimentation. Nous discutons aussi de la diffusion numérique et des partenariats et des collaborations qui ont surgi dernièrement. En plus de la direction du Festival du film sur l'art, Philippe Ulysse Del Drago a une pratique indépendante de photographe et concepteur. Il a dirigé le marketing et les communications pour le Centre du théâtre d'aujourd'hui. Il a été directeur créatif chez Normal Studio et il a assumé des charges de cours au HEC et à l'UQAM. Dans la série « Comment vous adaptez-vous » ou « How are you adapting », nous mettons en lumière la manière dont s'adaptent des organisations en ce moment à travers le Canada. Si ce contenu s'avère intéressant pour vous, vous êtes bienvenus d'aller regarder d'autres entrevues qui furent faites en anglais avec des créateurs et des gestionnaires, mais surtout à partager l'information autour de vous. Le Festival international du film sur l'art existe depuis bientôt 40 ans à Montréal. C'est le plus grand festival au monde qui se dédie aux films sur l'art et aux arts médiatiques. Donc ça fait qu'on a une responsabilité quand même assez globale par rapport à tous les réalisateurs et réalisatrices mondiaux, parce qu'on est vraiment une fenêtre importante pour ces artistes-là, dans le sens où beaucoup de programmateurs, de programmatrices et d'acheteurs aussi de films vont consulter le catalogue du festival pour faire leur choix après. Donc, au sein de ce festival-là, je suis arrivé au festival il y a à peu près 3 ans et je suis directeur général et artistique du festival. Voilà. Donc, le festival avait lieu cette année du 17 au 29 mars dernier. Vous avez donc été frappé de vraiment plein fouet par les mesures de confinement. Mais très rapidement, vous avez fait le saut vers une programmation en ligne pour présenter 180 films partout au Canada pendant 13 jours. Et vous avez en plus ajouté du contenu, des entrevues avec des créateurs de films. J'aimerais savoir comment s'est passée cette prise de décision-là de passer vers le numérique et d'ajouter du contenu. Je pense que c'est sûr que la nouvelle de l'interdiction des rassemblements de plus de 250 personnes est venue porter, je dirais, le coup fatal. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait une pandémie qui approchait. On commençait à voir beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui annonçaient qu'ils n'allaient pas pouvoir se déplacer. En plus, cette année, on avait un focus sur l'Italie, un focus sur l'Iran et un focus sur la Chine. Donc, disons qu'on était quand même pas mal dans les pays les plus touchés par la pandémie. Et donc, c'est sûr qu'à un moment donné, c'était comme une évidence, on ne pourrait pas avoir le festival en salle. Et à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il fallait prendre absolument une décision. La solution, c'était un petit peu A ou B, c'est-à-dire que soit on annulait tout, soit on faisait quelque chose de majeur. Pour moi, tout annuler, ce n'était pas vraiment quelque chose qui était envisageable, surtout, je dirais, par rapport à tout le travail que représente en fait la production puis la réalisation d'un film. Et je sais, comme je le disais un petit peu aussi dans le cadre de l'introduction, on a une mission en fait qui est quand même assez grande. Et on a aussi, avec chaque mission, il y a aussi une responsabilité. Et pour moi, en fait, on avait vraiment une responsabilité vis-à-vis des réalisateurs et réalisatrices de films de trouver une façon quand même de créer une rencontre, en tout cas entre leur œuvre et leur film. Donc, très rapidement, en fait, en moins de 24 heures, on a décidé qu'on irait en ligne. C'est sûr que cette décision-là, elle a été prise facilement. Après, on a eu grosso modo 4 jours pour l'opérationnaliser, j'ai envie de dire. Donc, disons que ça a été des nuits qui ont été assez courtes, mais ça s'est quand même bien passé. Pourquoi ? Parce que je dirais qu'on était déjà prêt mentalement au festival et on était déjà assez bien renseigné aussi par rapport à tout ce qui pouvait se passer en ligne. Ça fait depuis mon arrivée, moi je suis un grand passionné en fait du numérique et des possibilités que peuvent offrir Internet, notamment en termes de développement des publics. Donc c'est sûr que moi j'avais déjà toute une réflexion qui était faite et donc je dirais que opérationnaliser ces réflexions-là en fait a été relativement simple. Je souligne bien le terme relativement parce que ça n'a pas été si simple que ça. Il est certain qu'à un moment donné aussi, c'était une décision que nous, on prenait, mais qu'elle impliquait beaucoup de monde. Donc, il fallait, pour moi, ce qui était important aussi, c'est que la communauté autour du festival,
Donc, aussi bien les réalisateurs, les réalisatrices, producteurs, productrices, que les partenaires, notamment les partenaires publics, mais aussi que le public rentre dans cette aventure-là. Parce que c'est sûr qu'on ne pouvait pas décider tout seul qu'on le faisait. Donc, une des premières choses qu'on a faites, en fait, qui était vraiment fondamentale, c'est de s'assurer de ce suivi-là, de cette aide-là, de ce soutien-là de la part de la communauté, notamment de la communauté artistique. Donc, en fait, très, très rapidement, on a formulé une lettre qui expliquait la situation, en fait, à tous les gens qui avaient des films au festival et en leur proposant, en fait, de nous céder les droits pour cette diffusion en ligne. Et, écoutez, en moins de 3 heures, on a eu déjà plus de 90 approbations pour des films. Donc, dès que j'ai eu cette approbation-là pour les films, je me suis dit, c'est bon, on est capable d'avoir un festival. Évidemment, le but pour nous, ce n'était pas du tout de forcer la main à personne puis les obliger à passer en ligne, parce qu'il y a des enjeux de marché aussi par rapport à la vie d'un film. Donc, il fallait absolument respecter ça. Donc, et on n'a pas non plus voulu faire de sélection au sein des films qui étaient au festival, puisqu'à priori, tous les films qui étaient programmés nous intéressaient, qu'ils soient dans le cadre de carte blanche, de compétition, de programmation spéciale, etc., etc. Donc, on a vraiment ouvert la porte. Moi, je dis souvent que le festival, pour moi, c'est une grande table qu'on prépare pour accueillir des amis. Donc, on va préparer de la nourriture, on va préparer de la boisson, on va préparer de la bonne musique, etc., etc. Et après, tout le monde est bienvenu autour de la table. Et c'est vraiment cette façon-là qu'on a eu de travailler, en disant vraiment, bah, voilà ce que nous, on est capable de vous proposer. Si jamais vous voulez vous joindre à nous, bah, vous êtes vraiment bienvenus. Si jamais vous ne voulez pas vous joindre à nous, bah, vous êtes aussi vraiment bienvenus, puis c'est tout à fait correct aussi. D'accord. Donc, c'était vraiment de cette façon-là qu'on a fait. Et donc, voilà. Donc, après, ça a été plutôt des aspects, je dirais, techniques pour mettre en place toute la programmation en ligne. Mhm. Et autour de la table, en fait, le public s'est rajouté parce que je crois que vous avez rejoint, votre public habituel s'est bien joint et vous avez rejoint aussi un nouveau public. Pouvez-vous nous en parler? Ben, c'est sûr que ça, c'est un des aspects, on le sait, je dirais pas avec le numérique, mais avec Internet, qui est vraiment fascinant. Parce qu'avec Internet, je dirais qu'on touche quasiment à l'infini. Dans une salle de cinéma, ben, on peut avoir 100 places, 200 places, 800 places, etc. Avec Internet, on peut théoriquement toucher tous les êtres humains sur Terre. D'accord. Donc, c'est sûr que nous, on était principalement basés, les films étaient disponibles au Canada. Et c'est sûr que en plus d'avoir ce public, je dirais, plus habituel, je dirais, au festival, grâce à tous des renforts de communication, puis aussi la presse et nos partenaires qui nous ont vraiment beaucoup, beaucoup poussé dans leur communication, en fait, on a réussi à joindre un public qui était extrêmement grand. C'est-à-dire que le chiffre sur lequel je communique, c'est que pendant les 13 jours, il y a eu 120 000 plays. Donc, 120 000 fois, les gens ont cliqué play sur des films. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment significatif, je dirais, pour un festival qui s'est organisé en 4 jours, avec pas beaucoup de pré-promotion, etc., etc., pour cette plateforme-là. Donc ça, c'est assez fascinant. Puis, plusieurs choses là-dessus. Ben, premièrement, donc on a été beaucoup dans l'Ouest canadien. Donc, on avait visé en fait des villes dans lesquelles on savait qu'il y avait déjà des festivals de documentaires qui étaient importants. Donc, on a principalement visé évidemment Toronto et Vancouver, Halifax aussi, Calgary, etc. Donc, dans des zones sur lesquelles nous, on n'est pas forcément présents à l'année, mais on savait qu'il y avait potentiellement un public. Et puis, après, à travers le Québec. Et c'est sûr que moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup touché en fait, pendant cette période-là, c'est le nombre de messages, de témoignages qu'on a reçus de gens, surtout qui vivaient ou bien qui vivent encore dans des régions qui sont beaucoup plus éloignées, dans lesquelles parfois on parle de désert culturel, dans lesquelles ce sont des gens qui n'ont pas souvent accès à ce type de programmation-là, d'accord. Et qui disaient à quel point est-ce que ces personnes-là étaient heureuses. Donc, on parle des îles de la Madeleine, de la Côte-Nord, de la BTB, de la Gaspésie, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose où est-ce que je me suis dit, ben vraiment, ça nous a permis de servir le public, de servir les gens, puis d'aller au-delà en fait de notre public naturel. Oui, puis éventuellement, on se dit que même si on retourne à un festival en salle, on ne va pas abandonner ce public-là qu'on a réussi à créer. Ben, tout à fait. Puis alors, c'est là que se posent toutes les questions en ce moment, de savoir ben, qu'est-ce qu'on apprend de cette expérience-là. Euh, Donc, quels ont été les avantages? Évidemment, il y a des choses qui nous ont manqué. Puis je pense que toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment savent à quel point est-ce que le contact humain a manqué et continue encore à manquer, parce qu'on est encore en période ce qu'on appelle le déconfinement, mais c'est quand même un déconfinement qui est hyper progressif, là, on s'entend. Donc, je pense que c'est beaucoup les rapports humains qui nous manquent. Puis en fait, moi, je me souviens tout le temps aussi que le mot festival vient du mot fête. Et en fait, une fête, ben, ça se fait avec d'autres êtres humains. Et moi, je vois vraiment notre travail
comme étant le fait de mettre ensemble des artistes et un public autour d'une œuvre. Et ça, c'est sûr que c'est la partie qui a le plus manqué. Donc, c'est pour ça, vous le mentionnez tout à l'heure, qu'on a proposé à un maximum de réalisateurs et réalisatrices d'enregistrer même des courtes vidéos pour se présenter, puis pour présenter leurs films. Ça, c'était parce que pour moi, c'était important en fait que les gens voient les films, mais voient aussi les gens qui sont en arrière des films. D'accord. Et parfois, c'est très, très, très surprenant quand on voit les films et qu'après, on voit qui l'a réalisé. Donc, il fallait absolument que cette dimension-là humaine existe. Donc, c'est sûr que pour l'avenir, à la fois, on a pris des forces et puis on a beaucoup appris après cette expérience-là. En même temps, il y a des choses qui nous manquent. Donc, en fait, c'est comment est-ce qu'on va être capable pour l'avenir en fait, de créer un équilibre en fait, entre ces choses-là. Probablement aussi en continuant des rencontres dans des salles de cinéma. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental parce qu'un festival de films, ça reste encore principalement quand même dans les salles de cinéma. Puis, on s'en rend compte, autant c'est agréable par plein de points de vue d'être capable de se brancher par sa télévision à toute une programmation de festival. Puis on le voit maintenant aussi avec tous les festivals qui ont suivi après nous au niveau international. C'est vraiment fantastique de pouvoir mettre ça chez soi. Mais autant c'est sûr que quand le film termine, avec qui est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on échange ses idées, comment est-ce qu'on est capable d'amener un petit peu plus loin cette expérience-là du film. Ça, évidemment, c'est des choses qui manquent. Et aujourd'hui, je vous dirais que je ne vois pas encore le système numérique, en tout cas le système en ligne, qui permette aussi bien que ça cette réunion d'êtres humains. Mhm. C'est clair qu'il va y avoir des évolutions à ce niveau-là. Et aussi, pour que ça évolue, ça prend des partenaires parce qu'on sent qu'on ne va pas y arriver tout seul comme une organisation. Donc, je fais la suite vers des questions liées peut-être plus au partenariat. Vous avez créé plusieurs partenariats. On le voit sur votre site web, on le voit quand on reçoit les lettres d'information, dont un avec le Théâtre français du Centre national des arts. J'aimerais savoir quel fut le point de départ, l'étincelle qui a permis cette fusion. Je dirais que, pour être très, très honnête, au début, c'est parce que je connais bien Brigitte Hannequins, donc qui dirige le théâtre français du CNA. Et on a commencé à parler avec elle, avec son équipe, justement, du fait de proposer une programmation à l'année au CNA qui pouvait faire un petit peu écho au spectacle qu'il proposait. Et c'est sûr que, avec ce qui s'est passé, en fait, on a décidé de faire ce partenariat-là en ligne. Donc, de proposer une programmation de films en ligne à leur public principalement, mais aussi à un public qui soit plus large. Je pense que les partenariats, en fait, ils peuvent venir évidemment de réseaux que nous, on peut avoir, de rencontres. Et c'est aussi pour ça que les festivals sont importants, puis que tous ces rassemblements-là professionnels sont importants, parce qu'on va rencontrer des gens aussi qui vont nous permettre de développer ce genre de partenariat-là. Et après, il y a d'autres partenaires aussi, soit, mettons, qui vont nous approcher. Comme dans le cas du Carrefour, par exemple, qui nous a approchés parce qu'ils avaient vu ce qu'on avait fait avec le CNA, puis ils avaient envie qu'on fasse quelque chose avec eux aussi, donc c'est toujours agréable. Et aussi des partenaires qui sont, je dirais, provoqués parce qu'on sent qu'entre le partenaire et nous, il y a des possibilités en fait, de développement gagnant-gagnant. Donc voilà. C'est sûr qu'après, pendant le festival, on a vraiment pu aussi être soutenu par nos partenaires qui étaient principalement des partenaires gérés en service. Il faut quand même savoir que tous les commanditaires en fait en argent du festival en fait se sont tous désengagés au moment où ils ont su que le festival passait en ligne. Donc ça a été un assez gros coup, je dirais, de part à la fois, d'une part c'est sûr évidemment les montants qui étaient proposés, enfin, qui étaient promis. Et puis d'autre part aussi de voir une forme de fragilité en fait, dans la relation qui existe entre le partenaire et l'organisme culturel. Euh, c'est sûr qu'on pense aussi que les commanditaires dans les prochaines années, et ça a déjà commencé depuis probablement au moins 5-6 ans, les commanditaires misent aussi évidemment sur l'expérience en ligne, sur la visibilité en ligne qu'on peut offrir aux partenaires, sur les activations qu'on peut faire de façon numérique. Mais c'est sûr que par contre, on s'est rendu compte, en tout cas dans notre cas, dans la totalité des cas, que le transfert complet au numérique, surtout en très peu de temps évidemment, n'a pas conduit en fait à honorer les ententes qu'on avait au départ. Mmh. Donc, est-ce que c'est une réaction de peur qu'auraient eu les partenaires? Ou c'est une réaction plus, au niveau de communiquer, rapidement quelles pourraient être les autres possibilités, je veux dire, en 4 jours Ouais, quand même. c'est ça, c'est ça. Moi, C'était rapide. je pense que le calendrier a joué aussi entre des faveurs parce qu'évidemment, on a appris que le festival n'aurait pas lieu en salle le jeudi.
et c'est le vendredi soir qu'on a commencé à avoir l'information des réalisateurs. Puis c'est le samedi qu'on a annoncé que le festival était en ligne pour une ouverture le mardi. Donc c'est sûr que ça n'a pas aidé non plus, même à nous, pour prendre une partie de ça sur nous aussi, à être capable de proposer aux commanditaires, gérer des plans de commandite adaptés. D'accord. C'est sûr qu'on avait juste Ouais. 4 jours, c'était comme impossible de notre part. Mhm. Je pense aussi que du point de vue des commanditaires, bah, ils vivaient aussi le début du confinement, puis toute la révolution que ça a conduit au niveau du travail, de l'organisation quotidienne des entreprises. Donc, je pense que là aussi, ils étaient trop pris dans ces changements-là, je dirais, en interne. Donc, je pense que simplement, c'est sûr que pour eux, la solution la plus simple, c'est simplement de tirer la plug, comme on dit, je dirais, pour se débarrasser, entre guillemets, d'un des dossiers pour pouvoir avancer sur autres dossiers qu'ils avaient aussi. Oui, probablement. Ça peut être une très bonne explication. Puis j'espère que depuis, le contact s'est refait dans certains cas. On essaye. Oui, j'espère pour vous. Au moment de cette entrevue, la diffusion de l'Océan Électro a déjà eu lieu. Mhm. Est-ce que vous avez eu besoin de modifier la démarche pour les ballets de ci et de là entre les deux? Mhm. Bah, c'est une bonne question. Ce que je vois beaucoup dans tout ce qui se passe en ce moment avec le transfert numérique, le transfert en ligne, etc., c'est qu'en fait, c'est qu'on est en grande période d'apprentissage. D'accord. Et il y a plusieurs façons d'apprendre. Soit on décide que bah, on s'entoure des meilleurs experts auxquels on a accès, on lit tous les livres et tous les sites qui existent dessus, on regarde toutes les vidéos, puis à un moment donné, on prend une décision et cette décision-là sera celle qu'on va assumer pendant un certain temps. Moi, je ne vois pas ça tout à fait comme ça. Je pense que comme on est en processus d'apprentissage, on peut le voir aussi comme étant un processus de création. Et en ce moment, tous ces partenariats-là qu'on fait avec ces organismes culturels, notamment, pour moi, ça reste toujours une forme de work in progress. Puis ça doit toujours rester des initiatives en fait, qui nous permettent d'apprendre. Et donc, en fait, moi, je crois beaucoup au design thinking. Donc, c'est-à-dire, en fait, essayer de prototyper assez rapidement en fait, une offre ou bien une solution qui est à la fois technologique, qui est à la fois de programmation, qui est aussi de communication, parce qu'il faut réapprendre évidemment tous ces aspects-là, et donc de faire ce que j'appelle, bah, en fait, ce qu'on appelle un petit peu des projets pilotes. Donc en fait, à chaque fois qu'on fait un projet comme ça de diffusion en ligne, chaque fois on change des petites choses pour faire des tests. Parce qu'il faut aussi accepter que bah, qu'on n'est pas des experts là-dedans. Après, on peut beaucoup s'intéresser à ça, on peut avoir beaucoup de connaissances là-dedans, mais on n'est pas des experts là-dedans. Et donc moi, je pense aussi qu'il faut beaucoup essayer, faire des essais-erreurs. Donc à chaque fois, on va utiliser peut-être des plateformes différentes, ou bien sinon des façons différentes aussi de s'enregistrer. Puis surtout essayer à la fois d'améliorer bah, notre expérience à nous, puis notre workflow, mais aussi toujours penser à l'expérience client, donc à l'expérience du public. Comment est-ce que le public aussi passe à travers ces choses-là? Donc, la réponse, en fait, c'est oui. La réponse, en fait, c'est que tout ce qu'on vit en ce moment, moi, je vois comme un gros processus de création dans lequel, en fait, on va faire des essais. C'est comme en salle de répétition dans un théâtre. On est en salle de répétition, puis on va essayer de monter une scène d'une certaine façon. Ça marche pas, c'est pas grave. Il ne faut pas se juger trop vite, en fait, parce qu'on est quand même en train d'apprendre. On arrive dans une école, là, on est vraiment tous à l'école en ce moment. Donc, je pense qu'il faut faire vraiment très attention à ne pas se juger. Et c'est pour ça, justement, qu'on a choisi de faire plus de partenariats, peut-être plus petits, justement pour nous permettre de conserver une forme d'agilité et une forme de réponse, en fait, assez organique, en fait, et d'apprentissage aussi au sein de l'organisme par rapport à toutes ces activités-là. Wow! Ça m'impressionne parce que vous valorisez vraiment la notion d'expérimentation dans tout ce processus-là. Euh, Puis, à travers ce processus d'expérimentation-là, bon, vous m'avez parlé de partenaires qui sont venus à vous ou d'autres que vous connaissez déjà, qui étaient déjà dans votre réseau. Mais est-ce que vous avez une opinion plus, peut-être plus générale sur l'esprit de collaboration qui a cours en ce moment? Hmm. C'est assez, c'est une question qui est assez complexe. Je pense que c'est une question qui peut se répondre, je dirais, par type de discipline artistique. Il y a des disciplines artistiques qui déjà vont avoir, je dirais, par nature, des modes de collaboratifs qui sont plus avancés que dans d'autres disciplines. C'est qu'il y a des disciplines parce qu'il y a des silos intradisciplines qui sont quand même assez marqués. Euh, Nous, je dirais qu'une grande chance qu'on a en fait au FIFA, c'est que comme on est tellement dans une niche et on touche tellement en fait à tous les arts qu'en fait on n'est pas trop vu comme étant des concurrents de personne. D'accord. Peut-être à part d'autres festivals de films, où il y a des festivals de documentaires, etc. Mais on n'est pas perçu comme ça. Au contraire, on est beaucoup plus perçu au niveau des partenaires, sous des partenaires
artistiques non documentaires comme étant des partenaires en fait naturels et qui apportent en fait une valeur ajoutée en fait à l'expérience du public. Donc dans ce cadre-là, en fait, oui, on a beaucoup de collaborations. Les collaborations sont assez simples. Par contre, c'est sûr que autant moi j'aime beaucoup mettre en commun, puis partager des idées, puis partager des expériences. Je pense qu'on se rend compte aussi que par rapport au numérique, ben, pas le numérique, mais par rapport en fait à l'offre en ligne, qu'elle soit gratuite ou bien qu'elle soit payante, euh, la demande va exploser. Elle est déjà en train d'exploser maintenant. Elle va continuer à exploser. Je pense que tous les festivals de ligne de films, par exemple, sont en train de passer en ligne. On le voit en ce moment, Hot Docs et compagnie. Et ce qui est très bien, mais c'est sûr que, donc d'une part, tous les organismes culturels, beaucoup, sont tous en train de se poser la question en ce moment, comment est-ce que je peux utiliser Internet? Alors, soit pour la diffusion, soit pour de la vente, soit pour développer des publics, enfin, pour l'éducation, pour plein de choses. La Euh, création de contenu. la création de contenu, en effet, beaucoup, beaucoup. Et d'autre part, bah, le public est aussi en train d'apprendre beaucoup. C'est que le public est en train d'apprendre comment est-ce qu'il va être stimulé, quelles sont les plateformes qui l'intéressent, quels sont les types de contenus qui les intéressent. Et quelque chose qui est aussi vraiment fondamental là-dedans, c'est est-ce que l'offre est gratuite ou pas? Et je pense que la notion de gratuité dans l'offre culturelle comme en ligne est vraiment une question qui est fondamentale. Et là-dessus, je vais être très clair, c'est que je suis ni pour ni contre la gratuité, d'accord? Je suis plutôt pour, en tout cas, qu'une partie de l'offre soit gratuite, surtout pour que l'offre culturelle soit, je dirais, accessible au plus grand nombre. Par contre, le tout gratuit tout le temps, comme ça a un petit peu commencé dans les derniers mois, je pense que ça, c'est une direction qui est extrêmement dangereuse parce que le public va s'habituer à avoir accès à des œuvres d'art, à des captations, à des contenus qui sont gratuits avec rien ou pas grand-chose en échange. C'est-à-dire qu'on ne leur demande même pas, par exemple, de poster un post Facebook pour nous soutenir ou bien de propager des nouvelles, etc. Et en fait, comment est-ce qu'on éduque en ce moment aussi le public? C'est intéressant parce que tu parlais aussi de l'aspect, bon, de la gratuité, mais votre festival, c'était un festival payant. Moi, j'ai payé pour mes abonnements. Donc, mais c'était très, très rapide et je crois qu'avec sur les 126 000 visionnements, il y avait quand même plusieurs abonnements qui ont eu lieu, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça a été un succès pour vous aussi à ce niveau-là? Bah, en fait, ça a vraiment été un succès. On a quasiment atteint le montant du box-office qu'on avait prévu pour le festival en salle. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez notable. Et pour moi, c'est sûr que c'était très important de mettre un montant en fait pour cet abonnement-là, sachant que évidemment c'était assez complexe de déterminer le prix, d'accord, parce on n'avait aucune référence d'autres festivals ou de ce que les gens allaient être prêts à payer. C'est assez complexe, mais la raison principale, puis quand on prend des décisions rapides comme ça, souvent il y a une raison principale qui va être déterminante, je dirais, dans la prise de décision. Pour moi, c'était vraiment de préserver les emplois des gens qui travaillaient au festival. Et je savais que je me le mettais gratuit, ben, vu que je n'allais pas avoir d'entrée, vu que je n'allais pas avoir tout ça, ben, je savais qu'il fallait que je mette tout le monde à pied. Et c'est assez difficile parce qu'on connaît la difficulté bon, bah, de la situation, je dirais plutôt des travailleurs culturels au Canada. Donc pour moi, là, je me suis dit, ben, le box-office que je vais faire, il va servir surtout à protéger mes emplois de mon équipe. Donc, c'est sûr que ben, tout ce qui a été, je dirais, les guichetiers, les gérants de salle, etc., les projectionnistes, évidemment, ben, ça n'a pas pu fonctionner. Mais je dirais que pour une très, 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 très grande majorité de l'équipe, même à la production en salle, ben, en fait, tout le monde a pu conserver leur contrat jusqu'à la fin et même un petit peu extensionné. Et là aussi, donc c'est important, en fait, ces modèles économiques-là, parce que ben, derrière ça, il y a des gens qui travaillent, il y a des auteurs, il y a des comptes d'hydro aussi qui se font payer, il y a des loyers, etc., qui sont payés. Et donc, en fait, je pense que c'est des décisions qui sont assez importantes. Et de fait, on a eu, même après, en fait, on n'a eu aucun commentaire négatif sur le fait que la formation était payante. Wow, fantastique. Mais après un succès pareil en ligne, j'ai une question qui vient de surgir. Est-ce qu'il n'y a pas nécessairement peut-être des inquiétudes de OK, on doit absolument refaire la même chose l'année prochaine parce que les bailleurs de fonds, nos partenaires se rendent compte que ça a marché? Est-ce qu'il y a une pression étant donné que vous avez eu un succès ou Ben, c'est peut-être sûr qu'il est encore trop tôt pour le dire? je pense qu'il y a toujours une pression quand on a un succès, il y a aussi toujours une pression quand on a un échec. D'accord? Donc, de toute façon, la pression, elle existe tout le temps. Moi, je pense qu'il faut se concentrer sur la mission de l'organisme, sur son travail et le faire aussi bien que possible. C'est sûr qu'en mars dernier, il y avait un contexte qui, je l'espère quand même, ne sera pas le même en mars prochain.
d'accord? Parce que ça a été quand même une grande vague assez terrible pour beaucoup, beaucoup de monde. Euh, donc, c'est sûr que je pense on est plus en mode apprentissage qu'en mode pression. D'accord. Et c'est sûr que par contre, après, du côté des bailleurs de fonds publics, l'immense majorité d'entre eux, voire la totalité, en fait, ils subventionnent un festival en salle. Donc, ça veut dire que la portion, si jamais à un moment donné, les festivals décident de mettre des portions de leur programmation en ligne, il n'y a pas beaucoup de bailleurs de fonds publics en fait, qui vont décider de prendre ces dépenses-là comme étant admissibles. D'accord? Donc, ça veut dire que cette portion-là devrait être autosuffisante à quelque part. D'accord? Donc, après, c'est à chacun de faire ses calculs pour voir ce qu'on est autosuffisant sur ce genre de démarche-là. Mais voilà. OK. Puis, on s'en va vers la fin de notre entrevue. Quels conseils pourriez-vous donner à d'autres organisations artistiques en ce moment, sur la base, des derniers mois? Bah, je pense que par rapport aux technologies, il faut faire très attention parce que le diable se cache dans les détails. D'accord? Donc, en fait, avant de choisir une technologie, avant d'aller de l'avant, il faut essayer de penser évidemment à tous les aspects de cette technologie-là. Quelquefois, c'est uniquement, je donne un exemple un petit peu technique, mais c'est uniquement par exemple, la gestion des taxes. Parce que quand on couvre le Canada au complet, ben, on trouve plusieurs provinces dans lesquelles il y a des taxes qui sont différentes. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme données pour gérer les taxes? D'accord? Ça, c'est des questions qui sont significatives. Aussi, je pense qu'il faut aussi beaucoup, beaucoup penser à l'expérience du public. Et là-dessus, je peux vous assurer que heureusement qu'on avait réussi à garder toute l'équipe parce que la majorité de l'équipe, en fait, quasiment toute l'équipe a été réaffectée évidemment à des postes sur lesquels ils n'étaient pas initialement prévus, mais il y a eu toute une partie de l'équipe qui a été au service à la clientèle. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de courriels, de messages Facebook, Twitter, Instagram, d'appels téléphoniques qu'on a reçus pour du dépannage technique, pour des conseils, pour des choses qui ne fonctionnaient pas. Et donc, le service à la clientèle, en fait, on y pense quand on est en salle, parce qu'évidemment, il y a des personnels d'accueil, il y a des bénévoles qui vont renseigner sur les horaires, sur des choses comme ça. Mais en ligne, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer cet aspect-là. Euh, Puis enfin, je dirais que oui, le numérique et Internet, en fait, permettent beaucoup, beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas se forcer non plus à aller là-dedans. Parce qu'il y a quand même des formes d'art, puis on le voit très bien, en tout cas au Québec en ce moment, tout ce qui se passe par rapport aux arts de la scène. Il y a des formes d'art qui demandent une rencontre avec un public en direct, en 3 dimensions. Et c'est pas parce que Internet existe qu'on doit forcer en fait tout le monde à prendre le pas. Puis quand j'y pense un peu, je me dis, bah, c'est pas parce que quand on a inventé la voiture que tout d'un coup, les gens n'avaient plus le droit de prendre le vélo. Donc, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle technologie ou bien une nouvelle technologie qui sont plus des nouvelles technologies, mais en tout cas, c'est pas parce qu'il y a des nouvelles façons d'atteindre le public que tout le monde doit être obligatoirement, de se sentir obligatoirement obligé de rentrer là-dedans. Même si jamais après ça a des avantages et des inconvénients. Donc, je pense qu'il faut être capable aussi de préserver ça et vraiment de se poser, bah, c'est quoi mon rapport à mon public? Et après, c'est sûr que les outils en ligne et Internet peuvent permettre, dans une certaine mesure, de développer, d'enrichir ou de diversifier les interactions qu'on a avec notre public. Ça, c'est certain. Par contre, comment est-ce que Internet, les réseaux, etc., permettent de vivre l'expérience artistique? Ça, c'est toute une autre question. Parce que aussi, les technologies qui sont nécessaires sont très, très, très dispendieuses. Elles peuvent être très, très, très dispendieuses. C'est sûr que la réalité virtuelle, c'est fantastique. Avoir une captation, par exemple, nous, on a eu plusieurs au FIFA, par exemple, de concerts de musique classique ou bien de ballets sur lesquels on met un casque de VR et on se retrouve en plein milieu de la scène avec tous les danseurs qui tournent autour de nous et tout. C'est assez génial parce que la technologie offre un point de vue qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Mais ceci dit, ça a un coût aussi. Donc en fait, c'est aussi dans quelle mesure, pour moi, ce n'est pas la question de est-ce qu'on y va ou bien est-ce qu'on n'y va pas, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on y va. Et là-dedans, il y a tout un continuum. Puis je pense qu'il faut bien penser aux avantages et inconvénients avant d'y aller. Tout à fait, sage conseil. Où pouvons-nous en savoir plus sur le FIFA et comment pouvons-nous vous soutenir, en cette période? Bah, la chose la plus simple en ce moment, évidemment, c'est d'aller sur notre site internet artfifa.com. On est aussi assez dynamique sur les réseaux sociaux et cette semaine, en début de prochaine semaine, on va lancer une plateforme qui s'appelle lefifa.com, en fait, qui est une plateforme qui est, je dirais, un petit peu comme un webzine dans laquelle en fait, on va partager beaucoup d'inspirations qu'on trouve d'artistes un petit peu partout dans le monde, dans lequel aussi on a plusieurs entrevues
qu'on partage, qu'on a faites avec des professionnels de l'industrie autour justement des changements numériques, etc. Et c'est vraiment une plateforme de partage. Donc, si jamais des gens qui nous écoutent ont des contenus à nous partager, ben, ça pourra aussi également nous faire plaisir de les partager sur cette nouvelle plateforme qui va être lancée probablement en début de semaine prochaine. Je te remercie pour ton temps, Philippe Ulysse Teldrago. Je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Bonne journée.